parler aujourd'hui d'un projet de la place Simon-Valois, mais je vais davantage vous parler, dans le fond, de l'ensemble de la place Valois et de son lien. Nous, on l'appelait timidement le lien vert, mais dans le fond, c'est une espèce de promenade urbaine qui s'étend dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Grosso modo, c'est un lien sur une distance d'environ 1,2 km avec une largeur variable de 10 mètres, et je vais vous expliquer plutôt comment on en est arrivé là. Donc, en principe, ma présentation, je vais vous expliquer grosso modo la situation au niveau du contexte dans lequel s'est insérée la place Simon-Valois. La planification, dans le fond, de l'idée d'origine jusqu'à sa réalisation. La réalisation en prenant un intérêt particulier à souligner les difficultés et les solutions auxquelles on a réussi à trouver, à déployer dans des situations souvent inattendues. L'appréciation et la critique par nous-mêmes et par les autres. Je pense qu'il faut s'attendre justement à des appréciations et des critiques, et on a été abondamment servis de ce côté-là. Des leçons qu'on en a tirées, et pour vous éviter de rester trop longtemps, l'après de la place Valois, en résumant ça en quelques termes. Et comme je disais, pour vous éviter de rester trop longtemps, j'ai prévu 2 questions, fait que ça va aller plus rapidement. Alors, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, grosso modo, c'est une population d'environ 130 000 citoyens qui sont répartis en 3 entités socio-économiques. Votre gauche, c'est le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Tout le monde sait, si on est passé par l'Institut d'urbanisme ou l'UQAM, que finalement, il y avait 2 anciennes villes industrielles, Maisonneuve et Hochelaga, qui se sont fusionnées à un moment donné. Donc, c'est Hochelaga-Maisonneuve. Dans le centre, c'est Mercier-Ouest, un quartier davantage axé vers les activités industrielles. Et plus à l'est, c'est Mercier-Est. Dans la partie sud de l'arrondissement, on est occupé à 75 % par le port de Montréal. On est traversé par l'autoroute 25, et on est aussi l'entrée de Montréal, une des entrées de Montréal, par le tunnel Louis H. Lafontaine. On a une particularité par rapport aux autres arrondissements montréalais. On a 9 stations de métro, alors les TOD, nous, on est prêts à comprendre comment ça marche. Le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est un quartier très dense, comme vous pouvez le constater, avec une desserte relativement faible en termes de parc. Et le petit trait tout délicat, tout féminin que vous voyez dans le centre, c'est dans le centre la place Simon-Valois, et de part et d'autre, le lien vert ou la promenade urbaine qu'on a tenté de créer sur le pourtour de dans les extensions de cette place-là. 1958, et dans le fond, je vais tenter de vous expliquer d'où origine ce projet. À votre gauche, au bas de l'écran, il y avait l'ancienne usine Lavaux, qui était établie dans le quartier, un quartier très dense, comme je le soulignais tantôt, qui était établi là depuis le début des années 50. Lavaux, pour ceux qui ne connaissent pas, Lavaux, c'est l'entreprise qui fabrique et fabrique toujours la fameuse eau de Javel si pratique, la parisienne. Donc, avec tous les inconvénients de cette entreprise-là, près d'un tissu résidentiel, à savoir camionnage, odeur, citerne de produits chimiques, elle était desservie par une antenne ferroviaire que vous voyez qui va de la gauche vers la droite et qui traversait la rue Ontario, qui est une des artères commerciales de l'arrondissement, pour aller vers American Can, une entreprise qui, par son nom, là, finalement, fabriquait des conserves métalliques et qui est maintenant occupée par des édifices à bureaux. Donc, elle traversait l'artère commerciale, l'antenne ferroviaire, en s'accrochant avec des entreprises un petit peu désuètes, garages, ou encore des terrains en friche à cause du passage de l'antenne ferroviaire. Vous aurez remarqué que l'antenne ferroviaire, bien qu'elle n'était pas utilisée de façon très fréquente, passait à proximité des résidences. Donc, au tout début, lorsque j'ai commencé à travailler en urbanisme, c'est dans ce siècle-ci, non, c'est l'ancien siècle,
On m'avait donné comme premier mandat d'évaluer toute la technique du zonage de performance, justement pour intervenir sur des entreprises qui créaient des nuisances au sein du milieu. Il y avait notamment Lavaux et American Can. On n'a pas encore trouvé la solution. C'est plutôt la Ville qui a décidé, autour des années 1994, de l'exproprier. L'exproprier l'entreprise en 1994, elle l'a relocalisée dans un autre arrondissement, à l'époque dans l'est de la ville complètement. Et partant de cette possibilité-là, le milieu a décidé, a commencé à imaginer comment on pourrait occuper cet espace-là. Alors ça, c'est une première idée qui avait été mise sur papier par la Société de développement commercial de la rue Ontario. En termes d'intégration, je pense qu'on pourrait toujours discuter. Ce qui était derrière tout ça, dans le fond, c'est qu'on voulait apporter une offre commerciale plus importante. Donc, c'est situé aux confins des rues Valois et Ontario. Et donc, on reprenait quand même la forme de l'antenne ferroviaire pour aller plus vers l'est. La Ville de Montréal, autour des années 1997, avant même l'organisation ou la réorganisation ou la désorganisation, là, je ne sais plus comment appeler ça, des arrondissements, avait songé, avait établi une espèce de vision concernant l'occupation de cette intersection-là, de même que de part et d'autre, du côté est et du côté ouest, le lien vert. Donc, ce qui était mis sur la place, vous voyez, dans le centre de la diapositive, il s'agissait d'une place publique plantée, doublement plantée, et avec une construction sur le pourtour, une construction aux intersections, et à votre gauche, complètement, vous voyez en grisé deux édifices résidentiels. On explorait ce concept-là. Donc, en 2002, l'organisation, la désorganisation ou la réorganisation de Montréal donne naissance aux arrondissements et aux services en urbanisme au sein des arrondissements. Et nous avons comme mandat, dans le fond, de préciser ce concept-là. Ce qui est important de dire, c'est qu'de 1997 à 2000, il y a une série de programmes qui se sont superposés pour permettre la réalisation de cette opération-là. Il y a eu le renouveau urbain, les quartiers ciblés, il y a eu évidemment les programmes que tout le monde connaît là, au niveau de la décontamination des sites. Et il y a eu également un programme de soutien au commerce sur la rue Ontario. Donc, partant d'une idée première qui visait une place publique avec un lien de part et d'autre, l'arrondissement s'est vu aux prises avec un mandat relativement lourd, c'est-à-dire compléter les expropriations, compléter les négociations, préciser le concept, s'assurer d'avoir l'adhésion sociale au niveau du concept et procéder à la réalisation du concept. Tout ça à l'intérieur d'échéanciers spécifiques à l'intérieur des programmes, c'est-à-dire que, évidemment, pour chacun de ces programmes-là, certains venaient à échéance, d'autres avaient des dates fixes au niveau du début ou de la complétion des travaux. Donc, ça mettait beaucoup de pression pour la réalisation dans les meilleurs délais possibles de la place. Ce que vous voyez à votre droite, c'est le premier concept qui a été mis sur la table et qui a été commenté, discuté avec un comité de suivi qui était composé de nombreuses personnes. Il y avait au-delà de 20 personnes qui siégeaient autour de ce comité-là. Les élus de tous les niveaux, du député fédéral allant jusqu'à l'élu municipal, en passant par les tables d'aménagement. J'ouvre une parenthèse, chacun des quartiers de l'arrondissement possède une table d'aménagement qui est composée des citoyens et qui se penche sur des questions d'aménagement. Donc, les fonctionnaires et également, on a procédé à l'engagement d'un expert en termes d'aménagement pour nous soutenir dans cette opération-là. C'était la firme Chem Solan. Premier concept qui a été mis sur la place, ce qu'on souhaitait, c'est rendre cette place-là, permettre à cette place-là d'être un lieu d'animation.
Donc, le premier concept qui a été mis sur la place, dans le fond, c'est un concept qui visait, on voyait l'omniprésence d'une scène, un palier un petit peu basculant, là, finalement, permettant justement aux gens de pouvoir bénéficier d'un espace pour les événements. Ce concept-là n'a pas fait l'unanimité, en fait, je dirais, n'a pas été retenu. Ce qui a été retenu davantage, c'est d'aller vers un concept qui viserait à donner une espèce d'extension au commerce sur la place publique, à permettre davantage que des piétons puissent circuler sur cet espace-là, puissent bénéficier de l'espace en s'assoyant sur les espaces consacrés à ces fins, puissent aussi traîner sur la rue commerciale et s'y arrêter, un espace de repos. Donc, c'est le concept qui a été retenu et le concept que vous voyez au bas de l'écran. La vocation de la place aussi est passée d'un espace commercial à davantage un espace d'animation. Donc, tout le choix du mobilier, de l'alimentation électrique, etc., visait à pouvoir permettre sur cet espace des événements de tout ordre, finalement. C'est un petit espace qui a à peine 16 000 mètres carrés, donc 16 000 pieds carrés. Donc, c'est tout petit, mais ça s'insère à l'intérieur à l'intersection de deux rues importantes, relativement importantes, et ça permet le dégagement vers la partie est, vers la partie ouest. Évidemment, par la forme de l'antenne ferroviaire, on induisait une forme assez courbe des bâtiments qui devaient longer cet espace-là. Et ça a été un parti pris qui a été gardé tout le long des aménagements qui ont été faits près de l'antenne. Alors là, on se retrouve en 1993, que dis-je, en 2003, après avoir commencé à amorcer le concept, après que les expropriations sont à peu près complétées. Vous voyez dans le centre de l'écran des taches grises pâles. Ça correspond aux endroits où il y a eu expropriation, où l'antenne ferroviaire a été enlevée et où il y a eu démolition. Donc, on se retrouvait... j'ai engagé un nouvel employé à cette époque-là, puis il y avait comme l'impression qu'on était dans un endroit de guerre parce que c'est vraiment... Et les espaces étaient vraiment en état d'abandon total. Pour la partie Lavaux, celle qui est située complètement du côté est, eh bien, elle devait procéder à des travaux importants de décontamination. Donc, les différentes interventions qui ont été faites par rapport à la place Valois, bien, je les ai identifiées par une série de lettres. Donc, le A correspond au premier édifice qui a été construit sur l'ancien site de Lavaux. B, sur l'ancien site de Lavaux également, un édifice résidentiel. Le C comportait non pas un îlot, mais 3 lots qui s'imbriquaient à l'intérieur de l'îlot existant. Le D correspondait à un édifice qui donnait façade sur la rue Ontario. Le D était la place Valois. Le F, le lien vert, 2 édifices résidentiels qui ont été appelés à être construits de part et d'autre du lien vert. Et le G, le 2100 Jeanne d'Arc. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, réalisé par le groupe de ressources techniques, la même chose pour le A. Puis vous aurez remarqué la position stratégique des 2 édifices aux 2 extrémités du lien. Alors, le D, la place Simon-Valois, le avant et le après, mais le après, non pas à maturité, c'est-à-dire autour de 2007-2008 à peu près. Maintenant, on se retrouve avec un déploiement en termes d'arbres beaucoup plus important. Donc, le choix qui a été pris, c'est, par rapport au concept initial, d'enlever totalement la présence des véhicules sur la place, de permettre essentiellement les livraisons à des moments précis dans la journée. Puis, en réalité, l'expérience nous montre que les commerçants s'alimentent autrement. Mais pour ce faire et pour assurer qu'effectivement les livraisons puissent se faire, on avait constitué en matériaux plus durs, avec une compaction plus importante au pourtour de la place Valois. Un mobilier assez rigide, je dirais, au niveau des bancs pour reprendre la forme des rails de l'ancienne
de l'ancienne antenne ferroviaire. Un béton assez foncé pour éviter qu'on soit à l'épreuve, pour éviter évidemment que le béton se salisse trop rapidement et que ça donne lieu à un espace qui ressemble de façon générale à un espace plus abandonné que propre, dans le fond. Et donc, l'espace s'est concrétisé de cette façon-là petit à petit. On a eu certaines difficultés, assurément. Comme vous pouvez voir, du côté gauche, il y a un édifice résidentiel et je vous ramène à l'échéancier des programmes où nous devons construire et réaliser la construction à l'intérieur des délais X. Bien, l'édifice qui est à votre gauche est un édifice privé qu'on va voir un petit peu plus tard, qui a été construit à la ligne latérale 0. Donc, on a dû composer avec des échéanciers simultanés, ce qui n'est jamais une bonne chose. Ça nous a occasionné beaucoup de problèmes en termes de pérennité du mobilier. Sur le pourtour de la place Simon-Valois, deux édifices qui ont été construits, des édifices mixtes, 35 unités de logement, des terrasses qui ont pris place sur la place comme telle, à peu près de 130 places, qui venaient doubler les espaces commerciaux qui étaient affectés à la restauration, et des commerces de proximité qui, dans une première vague d'implantation des commerces, étaient des commerces de proximité, mais non spécialisés. Et maintenant, on est dans la deuxième phase où on a vraiment des commerces qui sont reconnus pour leur réputation en termes de qualité de produits, assez spécialisés, la boulangerie, petit dépanneur particulier là, avec des produits fins en vente. La photo de droite vous montre un petit peu la situation avant la construction de la place Valois, où là, on a eu droit à un certain nombre de surprises. C'est-à-dire, lorsqu'on a démoli les édifices, certains bâtiments s'étaient construits sans permis. Donc, on a déshabillé certains édifices en ne sachant pas. Donc, il a fallu absolument s'assurer d'avoir les sommes nécessaires pour repermettre la construction des murs qui se trouvaient totalement à nu. Évidemment, on s'est retrouvé dans des situations où l'étude de caractérisation nous dévoilait que le terrain n'était pas contaminé, mais la chance étant avec nous, l'étude de caractérisation passait juste à côté du lieu de contamination, donc des délais supplémentaires. Ça n'a pas été qu'une sinécure. Les projets résidentiels dans le A, donc on est à l'extrémité ouest du lien vert. Le premier projet résidentiel qui s'est implanté, c'est la coopérative Jolie Fontaine d'Hochelaga avec 71 unités de logement et la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal avec 40 unités. La Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal avec 40 unités, vous le voyez sur un petit schéma en bas, il s'agit des petites implantations de 3 étages, des insertions dans le tissu existant, tandis que la coop Jolie Fontaine d'Hochelaga, c'est les bâtiments que vous voyez en bleu avec du stationnement extérieur. La qualité de ces projets-là a établi la qualité des projets qui sont à venir. La qualité architecturale des projets était comme une première dans ce secteur-là, et c'est le groupe des ressources techniques qui a mis cette barre à ce niveau, ce qui a permis finalement de donner le ton, je dirais finalement, à la qualité des projets qui subséquemment sont venus s'implanter. C'est un projet qui a eu l'acceptabilité sociale parce qu'au début des années 2000, le groupe d'aménagement urbain d'Hochelaga-Maisonneuve avait fait une vaste consultation sur rue avec maquette pour déterminer comment pourraient être réparties les unités résidentielles, ce qui nous a amené à un partage de 60-40 environ, 60 % d'unités sociales et 40 % d'unités privées. Je vais accélérer un petit peu. Le deuxième projet, ça a fait l'objet d'un appel d'offres public. C'est du logement privé de 93 unités. 80 % ont été des logements abordables. La difficulté qu'on a eue dans ce projet-là, ça a été d'insérer un certain type d'innovation, finalement, avec une entrée cochère qu'on ne voyait nulle part dans le tissu urbain, avec des couleurs un petit peu vives qu'on n'avait vues nulle part.
Mais c'est un projet qui a bien fonctionné. L'ensemble du stationnement est souterrain et, je tiens à le répéter, 80% sont des logements abordables. Le deuxième projet, qui lui a fait l'objet aussi, le terrain qui avait été exproprié et redonné à la construction, c'était une série d'îlots qui étaient riverains au lien vert. Ça a été fait via un appel d'offres. Cet appel d'offres-là visait avant tout des critères architecturaux, c'est-à-dire un prix plancher, mais des critères architecturaux qui étaient déterminants. 3 bâtiments, 93 unités de logement, près de 70% correspondaient aux critères d'abordabilité. Et on a vu le jour de la première terrasse à Hochelaga-Maisonneuve sur le toit. Il y a eu des investissements privés mixtes, les terrains E et F, qui, eux, se sont construits de plein droit. 4 bâtiments, 60 unités de logement au rez-de-chaussée commercial. Et ça marquait le retour d'une institution financière sur la rue Ontario. Bref, on évacuait la partie pawn shop, je dirais, là, je ne trouve pas l'expression, aux marchandises usagées, pour redonner la place aux institutions financières avec façade sur la rue et avec un gabarit qui s'intégrait au bâtiment, au tissu. Projet complètement à l'est, le G, le 2100 Jeanne d'Arc, qui a eu beaucoup de reconnaissance en termes de gestes en termes environnementaux. Ça a été le recyclage d'un ancien entrepôt. Il y avait un promoteur qui s'était montré intéressé à utiliser cet entrepôt-là pour faire une salle de réception en plein tissu résidentiel. C'est un immense bâtiment avec une courbe. Un autre promoteur s'était montré intéressé à le démolir et l'arrondissement lui a demandé de produire une étude patrimoniale sous l'impression que l'élément déterminant dans la qualité de ce projet-là était basé avant tout sur la courbe du bâtiment et quelle ne fut pas notre surprise de confirmer cet aspect-là, mais d'apprendre que c'était le lieu où arrivait l'électricité à Montréal, à Shawinigan Power, donc avec un équipement industriel particulier. Le GRT a réalisé un projet famille avec des superficies importantes en termes de logement. Ça nous a permis d'ouvrir une rue, de désenclaver un secteur et de part et d'autre, d'un côté, il y avait le projet du 2100 Jeanne d'Arc, logement social, et de l'autre coopérative, et de l'autre côté, des logements privés, 108 unités. Appréciation critique. C'est une cohabitation harmonieuse réussie. Pourquoi, à notre avis, c'est une cohabitation harmonieuse réussie? Les anciens commerçants sont restés. Les anciens résidents sont restés. C'est une nouvelle population qui est venue s'insérer dans le secteur. Les plus fidèles gardiens de la propreté et de l'entretien de la place Valois, c'était les résidents au pourtour. On estime qu'à ce point de vue-là, ça a été une cohabitation en termes d'usage puis en termes de population bien réussie. Fréquentation assidue de la place, la Société de développement commercial, depuis ce jour, réalise la totalité de ces événements sur la place. Évidemment, il y a toujours les ventes trottoirs, mais des événements qui attirent. D'ailleurs, je vous invite le 23 juin, gros spectacle pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Le tissu commercial est en redéfinition, mais à l'intérieur du cadre bâti actuel. Il y a un renouveau en termes d'affichage, un renouveau en termes de façade. C'est certain qu'il y a une nouvelle clientèle, mais les gens avec une petite casquette du Canadien puis leur petite liqueur sont toujours sur la place Valois et sur la rue Ontario. L'appréciation critique, les fonctionnaires ont travaillé en vase clos. C'est dur à prendre, ça. Non, c'est pas tout à fait vrai. On a initié l'Office de consultation publique. On a fait une première modification au plan d'urbanisme et l'Office venait à peine de commencer sa vie. On a fait évidemment un cadre réglementaire pour des PIA, pour des projets particuliers, donc ça veut dire des consultations à chaque fois. On a fait participer les tables d'aménagement. On avait un comité de suivi. Avec cette critique-là, on ne l'a pas pris. Le large trottoir destiné à des terrasses pour les restaurants ne servira pas.
je l'ai déjà mentionné tantôt, au niveau de la place Valois, il y a près de 130 places en termes de terrasse. C'est une terrasse qui est ouverte 3 saisons par année, grosso modo, doubler la capacité du restaurant. On pense avoir fait un bon coup. Les promoteurs ne peuvent pas louer à n'importe qui. On a de la misère. On a resserré notre règlement de façon à ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de vendeurs de sécheuses, laveuses sur la place Valois, mais plutôt des commerces de proximité. Pas d'arbres pour les investissements publics dans l'Est de Montréal. Vous voyez que la critique, elle venait quand même pas du journal local, là, de la presse. 2005, novembre 2006. On n'est pas gros dans notre bureau quand ça arrive. Pas d'arbres pour les investissements publics dans l'Est. On venait d'assister à la réfection de la place du marché Maisonneuve où c'était très minéralisé. Le choix des arbres à la place Simon-Valois était dans le sens de permettre des arbres à déploiement haut pour permettre justement l'affichage des commerçants, puis pour permettre un nombre, une canopée suffisante pour protéger ceux qui utilisaient la place Valois. Les leçons, attention aux petits détails. On avait choisi vite là, des lampadaires blancs. Pas de très bonne idée. Des gens qui mettent leur pancarte de vente de garage là-dessus, ça reste collé. Les bancs qui reprenaient la forme des rails, des anciennes rails en matériel dur, c'était une bonne idée, mais ceux qui font de la planche à roulettes, là, pas mal habiles avec le petit gras en dessous, là. Donc, il a fallu faire des scissions dans les bancs pour s'assurer que les bancs soient réservés à leur usage. La proximité des chantiers, surtout en hiver, là, quand on arrive au printemps, des beaux petits cubes de lumineux comme à 4 200 $ l'unité, là, on ne les voyait plus, ils étaient détruits. Et après, rapidement aussi, en 2002, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, on émettait à peu près 70, on construisait environ 70 nouvelles unités par année. En 2007, on a atteint 400 unités par année et depuis 2003-2011, un rythme de croisière d'à peu près 250 unités par année. C'est la même chose au niveau commercial. On a de nouveaux établissements. Le taux de vacances est pratiquement tombé à 0, mais on est loin de la gentrification. La petite carte où on a fait découverte de quartier au mois de mars pour amener de nouveaux résidents chez nous vous montre toutes les petites maisons, ça correspond à des nouveaux projets. Et après, intégration harmonieuse des projets résidentiels, on a poursuivi le rythme de construction qui se déplace lentement plus vers l'est. C'est un renouveau progressif des commerces, puis un quartier qui renaît. Les questions, je vous les pose tout de suite rapidement. Pourquoi cette opération a-t-elle pris autant de temps? Parce que, dans le fond, l'expropriation s'est passée en 1994. On a fait un concept autour de... Le premier concept a originé autour des années 1997. Et dans les faits, la place était utilisable autour de 2005. Écoutez, on a utilisé l'ensemble des outils qui étaient possibles, modification réglementaire, appel d'offres public, appel d'offres au niveau des critères, consultation. Quand on y regarde de près, grosso modo, ça a pris 2 ans pour réaliser la place et 5 ans pour s'assurer que, de part et d'autre de l'antenne, ça soit construit. On pense que c'est pas pire. Combien a coûté cette opération? La place publique et le lien de part et d'autre, c'est autour de 2,7 millions, grosso modo. Évidemment, on a eu l'aide des... Alors, je vous remercie beaucoup.